Pour commencer, je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Monseigneur, Monsieur le Président, cher Éric Salobir, cher Jean-Baptiste de Françu et surtout chers amis, je suis heureux de vous accueillir ce soir à la Banque de France. Je vous y souhaite la bienvenue et je le dis toujours pour tous les Français qui sont nombreux dans cette salle, mais je vais l'étendre aux Européens, bienvenue chez vous. C'est peut-être pour un certain nombre d'entre vous la première fois que vous venez dans cette maison. Je rappelle qu'elle est 100% publique et donc qu'elle vous appartient. Vous êtes ici, chez vous. Merci aussi, et là je me tourne vers Éric et Victor et ceux qui ont plus directement contribué à l'organisation de cette soirée. Merci d'avoir choisi la Banque de France comme lieu de remise de ce rapport de la Human Technology Foundation. Nous sommes extrêmement sensibles au contenu de ce rapport, le fait que vous placiez l'être humain au cœur du développement technologique, que vous y fassiez des risques éthiques avec la maturité de développement et le niveau d'investissement, bien sûr, l'un des éléments d'identification même des technologies que vous étudiez dans votre rapport, l'IA, la blockchain et les réseaux sociaux. Mais si nous avons cette proximité de pensée, il n'était pas évident de choisir la Banque de France pour présenter et remettre ce rapport. Nous n'avons pas à nous prononcer sur des labels. Nous n'avons pas à les décerner. Mais il est vrai que nous nous retrouvons dans un certain nombre, je crois, des priorités que vous affirmez et des combats que vous menez. Nous sommes, comme Banque centrale et institutions publiques, sensibles aux valeurs que vous mettez en avant. Nous sommes utilisateurs de ces technologies que j'ai citées à l'instant. Et puis nous sommes, dans le domaine financier, en tout cas qui est le nôtre, régulateurs d'un certain nombre de ces technologies. Et permettez-moi juste brièvement, en introduction de notre soirée, de partager d'abord quelques réflexions sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Je vais me focaliser sur la première des trois techniques citées. Je crois qu'on pourrait dire la même chose à propos de la blockchain et des réseaux sociaux. Il se trouve simplement que l'intelligence artificielle suscite toujours plus de questions. Et puis ensuite de vous dire comment, en tant qu'autorité de supervision, ACPR, ou en tant que Banque centrale, Banque de France, nous essayons aujourd'hui de traduire ces valeurs dans un certain nombre de régulations. D'abord une confidence, si vous voulez bien. La première fois qu'un de nos informaticiens, mais à qui j'avais confié une mission sur l'intelligence artificielle, m'a dit une des priorités, c'est la réflexion éthique. Je lui ai fait répéter l'exposé des motifs parce qu'on pense d'abord, c'est vrai, sous l'angle technologie. Mais je crois qu'on arrive très vite, et vous nous aidez dans ce rapport à faire ce chemin, on arrive très vite à l'idée que se concentrer sur la technologie, c'est sans doute rater l'essentiel. Parce qu'au fond, ces mots d'intelligence artificielle nous renvoient tout de suite à quelque chose qui dépasse la technique. Je vous rappelle l'affirmation un peu provocatrice de Luc Julia. À l'époque, il était chez Apple, maintenant il est chez Renault. L'intelligence artificielle n'existe pas, dans son livre de 2019. Et lui préférait parler d'intelligence augmentée. Mais je crois que derrière ce débat de termes, il y a un débat de fond qui nous renvoie à la nécessité de l'éthique. Si je cite au moins deux documents officiels venus avant votre rapport et qui ont ouvert la voie, les lignes directrices en matière d'éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance, du groupe d'experts de haut niveau réuni en 2018 par la Commission européenne et qui préconise, je les cite, de mettre au point, déployer et utiliser des systèmes d'IA en respectant les principes éthiques de respect de l'autonomie humaine, de prévention de toute atteinte, d'équité et d'explicabilité. Et puis si je reviens sur la scène nationale, en 2021, le manifeste pour une éthique du numérique, et nous en avions parlé, du Comité national pilote d'éthique du numérique, qui nous alertait, je cite, sur le fait que la transformation numérique de la société nous met au défi de penser l'humanisme à l'ère du numérique.
Cher Eric, ce mot humanisme n'est pas si fréquent dans des rapports officiels et je pense que donc notre thème de ce soir construit un pont entre les réflexions qui sont les vôtres, Human Technology Foundation, et les réflexions plus officielles ou plus publiques autour de l'intelligence artificielle. Car au fond, ce qui se joue avec le concept même d'intelligence artificielle, c'est d'une certaine façon une vision des hommes et des femmes de ce qui fait leur spécificité, de ce qui va préserver très durablement leur intégrité. Je ne suis pas sûr que notre public ce soir soit totalement représentatif de ce point de vue-là de la réaction de l'ensemble de la population française. Mais si ce terme fait peur, c'est bien parce qu'il... C'est un progrès technologique et après tout, tous les progrès technologiques peuvent faire peur. Mais s'il fait peur spécifiquement, c'est parce qu'il est ressenti comme une atteinte potentielle à ce qui fait l'intégrité même, l'identité, la spécificité humaine des citoyens. Et je crois qu'il faut que nous prenions cette crainte au sérieux et que nous arrivions à la dépasser. Il me semble que le rapport que vous présentez va dans ce sens. Et je ne peux que le saluer. J'ai dit que je dirais aussi un mot de ce que nous essayons de faire comme régulateurs des banques, des assurances, de la profession financière et comme utilisateurs très concrets de l'intelligence artificielle et d'un certain nombre d'autres techniques. Alors notre casquette comme superviseur, c'est ce qu'on appelle l'ACPR, terme dont vous êtes peut-être moins familier que Banque de France, l'ACPR qui est la sœur de la Banque de France en termes de gestion, mais c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, héritière, ça vous parlera peut-être plus pour certains d'entre vous, de la commission bancaire ou de la commission de contrôle des assurances. C'est une question sur laquelle nous avons énormément investi ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il y a la réflexion éthique et il y a la réflexion technique, c'est-à-dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle par les institutions financières, notamment pour la mise au point d'un certain nombre d'algorithmes de risque, se développe évidemment rapidement. Ce que nous avons fait en la matière, c'est d'abord d'organiser le dialogue avec les superviseurs financiers européens, puisque la supervision des banques est maintenant unifiée au plan européen. C'est de contrôler les pratiques de la place, mais de le faire au maximum dans un dialogue ouvert avec les banques et les assurances, parce qu'elles sont elles-mêmes en recherche, et nous ne prétendons pas en la matière savoir nécessairement mieux qu'elles. Mais nous sommes là pour poser des questions et, un mot que nous avons énormément employé, assurer l'explicabilité des algorithmes et de l'IA. Pour le dire en langage plus direct, nous refusons tout ce qui ressemble à une boîte noire des algorithmes. Si une institution financière utilise un algorithme, par exemple pour ses scores de risque ou d'acceptation commerciale, mais qu'elle ne sait pas l'expliquer, y compris au niveau de ses dirigeants, nous considérons qu'il y a là un facteur de risque considérable. Et donc, nous avons, pour vous citer un exemple de démarche participative, organisé un tech sprint avec pas mal des acteurs de la place en juin-juillet de l'année dernière, où je crois des deux côtés, nous avons appris beaucoup de choses. Du côté Banque de France, où nous sommes plus en charge de la politique monétaire, de la politique économique ou des services à nos concitoyens à travers le réseau, nous interagissons un peu moins directement avec les banques et les assurances, mais nous avons signé la Charte internationale pour une intelligence artificielle inclusive. Nous avons mis en place une blockchain dans le cadre de nos travaux sur la monnaie numérique de Banque centrale. Je pourrais vous parler longuement de la monnaie numérique de Banque centrale, mais voilà un exemple d'utilisation des technologies que nous essayons de faire de manière éthique. Et nous réfléchissons de plus en plus en interne à notre gouvernance de l'éthique du numérique. Je ne prétends pas là non plus que nous soyons arrivés au bout de notre réflexion ou de certitude, mais votre rapport nous y aidera. Voilà, je termine juste en disant que dans ce contexte, un rapport comme celui de HTF est évidemment très bienvenu et est à encourager. Comptez sur nous, non pas pour le gérer, encore une fois, ce n'est pas notre rôle, mais pour le méditer et essayer d'en tirer la meilleure substance dans nos propres pratiques et dans celles que nous promouvons vis-à-vis du secteur financier.
Je vous remercie encore une fois de ce travail et je vous encourage à le poursuivre parce qu'il est extrêmement utile pour nous. Je ne peux pas le dire plus simplement. Bonne soirée. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour ces mots. Je laisse maintenant la parole à Son Altesse, le Prince Nicolas de Liechtenstein, président du conseil d'administration de la HDF. Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs, c'est une grande joie comme président du Conseil stratégique de la Human Technology Foundation de vous saluer, de vous remercier pour votre présence. Naturellement, un remerciement très spécial à Monsieur le Gouverneur, la Banque de France, pour l'hospitalité et pour la possibilité de vous remettre, ce sera fait par main plus expert que moi, le rapport que vous avez mentionné. Je voudrais peut-être juste dire quelques mots sur la Human Technology Foundation, qui donc est d'une certaine façon responsable de ce rapport, même si beaucoup de spécialistes et partenaires ont travaillé avec nous et je les remercie. La Human Technology Foundation s'occupe en fait des nouvelles technologies et leur utilisation pour le bien humain. Donc, c'est le bien commun, c'est une fondation d'utilité publique qui a ce devoir, ce but. Comment est-ce que, ou qu'est-ce que nous faisons dans ce contexte? Nous sommes, je dirais, très international, mais surtout européens et américains, y inclut le Canada, qui pour nous est important. Et nous faisons différentes choses, d'activités, des rapports comme celui-ci, souvent justement avec des partenaires, mais aussi avec notre réseau. Nous avons une centaine d'experts dans différents pays à qui nous relatons, avec qui nous avons un contact. Et ça peut toucher différentes questions, mais surtout des questions actuelles, comme par exemple, par maintenant, cette question de sustainability. Par exemple, on a fait un rapport sur le Covid et les technologies nouvelles. Nous avons fait un sur le blockchain, donc, et ce qui s'ensuit. Donc, voilà, c'est une partie de notre travail sont les rapports. Nous avons aussi un newsletter et ce qui est peut-être le plus important dans notre activité sont les dialogues. Si la Fondation a commencé, naturellement, c'est parce que il y a des questions éthiques et je dirais même de sagesse dans ces nouvelles technologies qu'aucune autre révolution en technologie a apporté. Ces nouvelles technologies nous touchent beaucoup plus au fond de nous-mêmes, dans la communication, je dirais même dans l'amour interpersonnel, mais aussi, comme Monsieur le Gouverneur a dit, naturellement, l'intelligence artificielle devient une question d'énorme importance pour le futur de l'humanité. Donc voilà, nous essayons de amener différentes personnes dans le monde, des opérateurs, soit de Google ou des grands opérateurs dans cette partie de la technologie, et des académiciens, des grandes universités, pour justement voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour le bien commun. Ça, c'est en fait ce qui est cela qui nous touche naturellement
le plus, mais naturellement aussi nous essayons d'aider à développer certaines technologies justement dans ce but. Voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin, plus détaillé, ça vous donne un peu une idée générale. Je ne vais pas parler sur le rapport parce que justement il y a de meilleurs spécialistes qui vont en discuter après. Merci beaucoup et en parler. Je voudrais juste vous souhaiter une bonne soirée, une intéressante soirée et merci de vous intéresser à ce travail éthique et je dirais de sagesse. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Je laisse maintenant la parole à Jean-Baptiste Defrançu, président de l'IOR et président du comité de pilotage de ce projet. Monsieur le gouverneur, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, la crise du Covid avait commencé lorsque nous avons échangé pour la première fois avec Eric Salobir sur les investissements ESG. La Banque du Vatican, le nom sous lequel l'Istituto per l'Opere di Religione est plus connu, avait lancé quelques années plus tôt une stricte politique d'investissement respectant la doctrine sociale de l'Église et nous nous interpellions sur la place à réserver à la tech dans nos portefeuilles et ceux de nos clients. Ceci devenait critique au vu de la place toujours grandissante que les nouvelles technologies prenaient dans la vie de tout un chacun, surtout avec l'impact des confinements. Comment juger, au-delà des impacts positifs, les risques sous-jacents à ces évolutions technologiques et, dans une certaine mesure, les conséquences qu'elles pourraient avoir sur le bien-être de la société. L'idée d'analyser ces tendances, largement ignorées ou en tout cas maltraitées dans les frameworks ESG existants, nous est alors apparue comme une nécessité. Et je remercie d'ores et déjà Amundi, EY, la Banque Postale, RBC et la Fondation Hilton d'avoir répondu à notre appel de créer ce groupe de travail il y a bientôt 12 mois. Nous pensions dans un premier temps rendre un rapport théorique, mais grâce au talent des équipes de la Fondation et des membres du Steering Committee, nous avons la satisfaction ce soir de vous proposer un outil d'aide à la décision concret et déjà approuvé et testé par des utilisateurs. Ceci est un premier pas très prometteur. On attend maintenant que cet outil devienne une référence de place et potentiellement qu'un OPCVM dédié sur les valeurs de la technologie ou en tout cas liées à la technologie utilisant ces disciplines soit créé. Cela serait la meilleure illustration de la qualité du travail qui a été réalisé. Quoi qu'il en soit, ce projet aura contribué à renforcer les outils mis à la disposition des investisseurs pour approfondir leur gestion éthique et ESG. Plus particulièrement, il nous rappelle que l'homme doit essayer de maîtriser son destin et canaliser ces nouvelles technologies afin de ne pas perdre son humanité. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Gouverneur, ainsi que vous-même, Monseigneur, le progrès technique ne doit pas être une régression humaine et l'homme doit toujours être au centre des préoccupations et particulièrement les personnes les plus fragiles. Je peux donc vous dire, cher Eric, mission accomplie et vous remercier au nom de l'établissement que je préside des avancées ainsi réalisées dont nos clients bénéficieront et de façon plus large l'impact positif qu'elles auront sur la société. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Baptiste. J'appelle maintenant Eric, président de du comité exécutif de la Human Technology Foundation. Monsieur le gouverneur, Monseigneur, chers amis, c'est maintenant le moment de remettre ce rapport dont on vous parle, pour certains depuis des semaines, pour certains même depuis des mois. Alors je serai bref,
mais je voudrais juste adresser un petit mot pour vous, Jean-Baptiste, parce qu'il y a une information que vous n'avez pas précisée, c'est la quantité importante d'heures que vous avez consacrées à ce travail, l'énergie que vous avez insufflée dans ce projet, et pour cela, je pense que la Fondation doit vous être infiniment reconnaissante. Donc voilà, merci beaucoup pour le travail que vous avez accompli. Je tiens aussi à remercier les membres du comité de pilotage, Romain Lavaux, Élodie Legel, Pierre-Alexis Binet, Anne-Marie Hubert et Anne-No Delède, qui n'ont pas ménagé leurs efforts également. Un merci tout particulier à Victor de Salins, complice de la première heure et qui a passé un certain nombre de jours et un certain nombre de nuits aussi à préparer ce rapport. Et de fait, c'est un travail énorme. Alain Deschênes qui l'a accompagné à distance depuis l'autre côté de l'océan, et puis certains experts qui sont ici aujourd'hui, qui nous ont aidés à tester ce framework. Donc voilà, puisque Jean-Baptiste, vous êtes toujours en avance sur votre temps et vous avez déjà évoqué les suites du rapport avant même qu'on l'ait complètement rendu et présenté, eh bien peut-être un petit mot là-dessus aussi. Je dirais juste que cette communauté que nous avons constituée à mesure que le projet s'est créé, eh bien, elle n'a pas l'intention de s'arrêter. Je pense qu'on a tous envie de poursuivre cette réflexion, on a tous envie d'aller de l'avant. Et plusieurs partenaires, que ce soit des soutiens de la première heure ou des partenaires plus récents, des nouveaux arrivants, sont venus nous voir en nous demandant soit comment on pourrait ensemble perfectionner, améliorer, faire vivre ce framework, comment on pourrait aussi peut-être développer et distribuer un outil qui permettrait aux investisseurs plus directement de bénéficier de cet apport, et puis peut-être également de voir comment certaines institutions pourraient souhaiter intégrer dans leur modèle ESG des éléments de réflexion que nous avons conçus. Donc, ce sont autant de pistes. Jean-Baptiste, vous parliez de nos PCVM. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, plein d'idées que nous avons ou que l'on nous a un peu soufflé, suggéré. De votre côté, n'hésitez pas à venir nous parler à la fin de cet événement ou à flasher le QR code qui se trouve sur le document qu'on vous a remis de façon à pouvoir entrer en contact avec nous. Et ainsi, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos envies, de vos idées. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, sans plus attendre, j'appelle François Villeroy-de-Galhau, gouverneur de la Banque de France, pour lui remettre ici ce rapport. Cher François, je pense qu'il faut qu'on se prête. J'invite maintenant notre panel d'experts à monter sur scène. Nous sommes très honorés et ravis de pouvoir vous présenter ce soir les fruits d'une année de travail sur l'investissement responsable dans la technologie. Le point de départ de ce rapport, c'est le constat partagé par tous les experts intervenus au cours du projet que la technologie est un angle mort des outils et des pratiques d'investissement responsable à l'heure actuelle. Donc, l'objectif de notre projet, c'était d'aider les investisseurs à intégrer ces impacts éthiques, sociétaux et environnementaux dans leur processus d'investissement. Et pour cela, dans l'esprit de tous les projets de la Fondation, on a cherché non seulement à faire avancer la réflexion, mais aussi à produire des outils opérationnels et concrets pour les aider dans cette tâche. Pour ça, le rapport est articulé autour de trois axes. Nous avons d'abord cherché à cartographier les impacts éthiques, sociétaux et environnementaux de la tech. Comme l'expliquait Monsieur le gouverneur, nous sommes concentrés sur trois technologies qui sont à la fois matures en termes de développement, qui sont stratégiques pour les investisseurs, et également qui posent des impacts éthiques et sociétaux importants. Ces trois technologies sont l'intelligence artificielle appliquée, les réseaux sociaux et les technologies de blockchain. Le deuxième axe de travail, c'était d'analyser les outils et pratiques ESG à l'heure actuelle, et plus particulièrement leurs limites sur les questions ces outils sont appliqués aux investissements technologiques. Enfin, nous avons créé, avec les différents groupes de travail, nous avons créé un framework et un outil pour intégrer ces impacts éthiques et environnementaux et sociétaux de la technologie dans les processus d'investissement. Pour présenter nos travaux, je vais donner la parole successivement
à 3 des membres du comité de pilotage de ce projet. Adrienne Aurel-Pagès, directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Banque Postale qui est un des pionniers de l'engagement sociétal, comme le montre son statut d'entreprise à mission. Élodie Legel, directrice de l'investissement responsable chez Amundi, premier gestionnaire d'actifs européens et également très en avance sur les questions d'investissement responsable. Et enfin, Romain Lavaux, General Partner chez Partech. Partech est un des plus importants fonds de capital risque internationaux basés en France, dont le siège est en France. Partech est présent sur 4 continents, a financé de nombreuses licornes comme Mano, Alan ou encore Ecovadis. Pour commencer, chère Adrienne, je vous propose de parler de notre premier axe de réflexion sur l'impact sociétal et environnemental des technologies. Merci beaucoup Victor, bonsoir à toutes et à toutes. Effectivement, je crois que ce qui est intéressant dans l'objectif de ce rapport, c'est qu'in fine, on met en avant 2 transformations totalement structurelles de notre modèle économique. À la fois la transformation qui a eu lieu ces 15-20 dernières années par la digitalisation de notre économie, qui a absolument transformé l'ensemble des secteurs, touché l'ensemble des secteurs, et qui, je pense, a mis en évidence 2 notions essentielles. D'abord, des gains de productivité, et puis aussi cette notion de centricité de l'usage, de facilité de l'usage, et qui a vraiment mis au cœur de l'ensemble du modèle économique le client et sa capacité d'usage rapide. Et puis la deuxième transformation qui est plus récente aujourd'hui, c'est celle de la naissance de notre capitalisme finalement responsable, porté en particulier en France par la loi Pacte, et comment notre modèle économique doit prendre en compte aujourd'hui finalement les limites du modèle qui a été créé, en particulier les enjeux environnementaux, l'épuisement des ressources, mais aussi les enjeux sociaux et en particulier les inégalités sociales très fortes qui se sont accrues et qui ont été générées par le développement et la transformation très forte de notre modèle. Donc c'est vraiment ces 2 transformations structurelles que le rapport cherche à mettre en lumière. Et effectivement, nous, à la Banque Postale, nous sommes entreprise à mission et c'était particulièrement important pour nous de participer à cette réflexion et je remercie vraiment la Fondation Human Technology d'avoir initié cette réflexion et de l'avoir si bien menée à son terme. Alors, les impacts de la technologie sont d'abord, c'est un angle qu'il est important de rappeler, dans l'exclusion aussi qu'elle génère. Et en particulier, évidemment, la notion d'inclusion numérique. C'est un enjeu qui, nous, à la Banque Postale, nous est très cher, avec notre maillage territorial via les bureaux de poste sur lesquels on s'appuie. C'est aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a quand même 15% de la population française qui souffre d'électronisme. Nous, on le voit très clairement dans nos clients chaque jour. Donc ça, c'est déjà un impact qui est très important et qu'on doit aussi mesurer. On travaille, nous, en particulier, avec des associations comme We Take Care, qui est la plus grande communauté des aidants numériques et qui va former finalement ces aidants à aider nos clients à utiliser le numérique pour des usages de base de formalités administratives, mais aussi de gestion de leur compte en banque. Et puis, donc, là, j'ai parlé de la dimension exclusion, mais bien sûr, après, quand on choisit une technologie, alors quels sont ses impacts? Donc, on a évidemment des impacts qui sont profondément positifs. Et je crois que justement, vu la complexité de notre monde, en particulier liée à la digitalisation et aux enjeux de la transition juste, vraiment la grande apport des technologies, c'est cette capacité à rassembler de nombreuses données avec des usages très intéressants, par exemple dans le domaine de l'assurance et de la prévention, ou par exemple dans la capacité bien sûr à analyser le changement climatique. Après, on a aussi, dans le rapport, souligné les impacts évidemment négatifs que peuvent avoir les technologies en matière de désinformation autour des réseaux sociaux, en matière d'enjeux de propriété privée, d'individualité, et puis bien sûr tous les impacts qu'on a pu constater suite à la crise sanitaire en matière de santé mentale et d'usage excessif des écrans pour toutes les populations. Et je crois que ce rapport sur les impacts, sur l'impact des technologies, mais en particulier en externe, c'est que ces impacts sont extrêmement multiples et doivent vraiment être adaptés à chaque technologie, à chaque entreprise, à chaque en fait maturité de entreprise et finalement même à chaque cas d'usage
de cette technologie. Et c'est vraiment cette multiplicité des impacts et leur granularité qui est particulièrement bien mise en évidence. Merci beaucoup Adrienne. On voit que, comme vous l'avez dit, ces impacts sont à la fois très larges, très importants, très divers aussi dans leur nature, qui touchent toute la société. Ils sont à la fois positifs et négatifs. Et ce sont des éléments qu'on a analysés, développés dans le rapport, notamment des cartographies des technologies, cartographie des impacts positifs et négatifs des différentes technologies qui ont été évoquées. Face à de tels bouleversements, les investisseurs ont un rôle crucial à jouer pour prendre en compte ces impacts. Et c'est là l'objectif de l'investissement responsable. Ces pratiques se développent fortement, poussées à la fois par la régulation, mais aussi par une vraie prise de conscience de tout l'écosystème financier. Élodie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à la fois sur le développement de l'investissement responsable, mais aussi sur la manière avec laquelle ces outils s'appliquent à l'heure actuelle sur les investissements technologiques? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que du côté de l'investissement responsable, on vit un peu une révolution. On parle d'une révolution de l'épargne, en particulier en Europe. Aujourd'hui, au niveau mondial, on parle de 30 trilliards de dollars en investissement responsable en 2020. 2022, on estime à 40 et ça part vers du 50 trilliards en 2025. Enfin, tout ça pour vous dire que la croissance est importante. Sur les fonds ouverts, donc vraiment ce qui est épargne individuelle, majoritairement, on est sur des taux de croissance de 20% sur le marché, ce qui est vraiment un changement de paradigme fort sur le marché de l'épargne. Et rien que l'année dernière, juste pour vous donner une idée, dans tout ce qui était flux entrant sur le marché de l'épargne, sur les fonds ouverts distribués au travers de l'Europe, c'était 75% de cette épargne qui était dirigée vers des produits ESG. Donc clairement, on est sur une mutation très profonde, à la fois basée évidemment sur une prise de conscience parce que les sujets s'invitent dans le quotidien de tous. Aussi parce qu'on a les épargnants individuels qui ont eu cette prise de conscience, qui pouvaient agir et être un peu soit les agents du statu quo, soit les agents du changement au travers de cette épargne. L'entrée des épargnants individuels, c'est assez récent. C'était quand même un monde très réservé aux institutionnels dans le passé. Donc ça a été une très grosse accélération. Et évidemment, tout le package réglementaire qu'on vit aujourd'hui et qu'on s'apprête à vivre, qui vient aussi au travers des enjeux de transparence, expliquer ce que vous faites, etc., vient provoquer aussi toute une vague de transformation où, quitte à être transparent, autant se transformer en investissement responsable et y aller et se lancer. Donc voilà. Donc là, ça c'est un peu le contexte. Dans ce contexte-là, ce qui est important à avoir en tête aussi, c'est que les démarches responsables des investisseurs, elles sont multiples. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a qu'une seule façon de faire. Il y a des approches vraiment sous l'angle financier, c'est-à-dire gestion des risques financiers et opportunités financières. D'autres approches qui sont plus orientées sur les impacts sociétaux des investissements. Voilà, donc il y a toute une multitude d'approches, et qui dit multitude, je dirais, de démarches, dit aussi diverses manières de regarder un peu tous ces sujets de l'investissement responsable, soit par les risques, soit par les opportunités, les impacts, etc. La notion de controverse, de contribution au développement durable, etc. Donc c'est vrai que tout l'enjeu, c'était de savoir, une fois que les impacts étaient listés, de savoir de pas réinventer la roue et déjà de voir en termes de pratiques de l'industrie ce qui était couvert aujourd'hui et quelles étaient les choses qui étaient d'une certaine manière déjà faites et quelles étaient les limites. Et force est de constater qu'au travers de ce groupe de travail, on a vu les limites de l'exercice par rapport aux approches existantes, et que finalement il n'existait pas de cadre exhaustif, public, qui savait appréhender vraiment les risques et impacts de ces nouvelles technologies. Il y en a 4 en particulier qui sont mises en avant rapidement, si vous me permettez. On a regardé différents cadres, le groupe de travail a regardé différents cadres, comment on note une entreprise sur ces sujets technologie, donc vraiment en notation au sein d'un secteur, comment on regarde les controverses, comment dans le monde du private asset, comme on n'a pas accès aux données, on va venir mettre en place des questionnaires pour interroger, et comment aussi on peut lire certains thèmes comme les droits humains ou au travers vraiment de thématiques un peu au travers des secteurs. Ce qu'on a vu dans l'existence de toutes ces nomenclatures ou de toutes ces grilles d'analyse, c'est qu'il y avait 4 limites principales.
La première, c'est que justement cette liste d'impact, finalement, elle était très partielle. On avait une couverture assez partielle de la liste de ces impacts. Souvent, on appréhende l'enjeu des technologies par rapport à comment elles sont, je dirais, opérées à l'intérieur de l'entreprise, donc tout ce qui est sécurité des dispositifs, des traitements informatiques, ou alors empreinte environnementale de l'architecture hardware, mais peu finalement sur l'impact de l'utilisateur final, ou je dirais vraiment le second degré d'enjeu. Utilisateur final, impact sur l'emploi, impact sur les relations sociales, sur les processus politiques, etc. Donc ça, c'était vraiment la dimension, une dimension qui manque fortement. La deuxième limite, c'est que quand ces sujets finalement un peu sont traités, finalement ils sont traités dans des grandes catégories un peu généralistes. On a du mal vraiment à avoir une vue assez granulaire de ces enjeux, notamment sur les sujets de controverse. C'est très très absent, et quand ça existe, c'est beaucoup. Quand ça existe, ça va être par exemple le sujet de la violation de la vie privée. Puis on va s'arrêter là. Une des troisièmes limites, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les cadres d'analyse, ils ont des approches très sectorielles. On va regarder les sujets de la technologie au travers du secteur technologie, tel que les nomenclatures existent. Donc, on va retrouver les services Internet, les services télécoms, les composants électroniques. Je vous donne quelques exemples. Mais finalement, même sur la partie logicielle, on va retrouver des acteurs très très différents. On va retrouver les acteurs des réseaux sociaux, les Facebook et les LinkedIn. On va retrouver les acteurs, je dirais, des plateformes de vente des cryptos et des NFT, et puis aussi des logiciels de vente, les CRM traditionnels. Et finalement, on va avoir qu'une seule grille de lecture pour l'ensemble de ces technologies. Et il faut pas oublier aussi que dans le monde de la technologie, on fait face aussi à une très très grande diversité de statuts d'entreprise, de la petite start-up à quelques employés aux énormes mastodontes. Et pareil, on vient qu'avec une seule grille de lecture pour lire tout ça, ce qui limite beaucoup. Et le dernier élément, c'est vraiment le champ d'action. Quand on regarde la technologie au travers de cette approche très très sectorielle, on met de côté complètement toutes les entreprises qui sont à la frontière dans cette transition numérique, qui sont tout digitales, un Amazon ou est-ce que c'est une entreprise technologique ou pas. Il y a vraiment les frontières deviennent floues, je dirais, sur ce qui doit rentrer ou pas dans la notion de technologie. Et puis aujourd'hui, on a un très grand nombre d'entreprises qui utilisent de plus en plus, de manière très significative, ces technologies. Dans la distribution et dans le transport, les technologies de l'IA sont utilisées pour l'optimisation, je dirais, des processus, de la logistique et même à démarche commerciale. De la même manière, dans le secteur de la pharmacie et du luxe, de plus en plus d'utilisation de la blockchain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on capture pas toutes ces notions. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Donc, face à ces limites des outils ESG actuels, le groupe de travail a créé un framework et un outil. Ce framework qui contient trois éléments. D'abord, une structure d'analyse complète des impacts positifs et négatifs, sociétaux et environnementaux de la technologie. Il contient également une méthodologie flexible que les investisseurs peuvent utiliser pour se saisir de tous les différents cas d'usage. On l'a dit, il y en a beaucoup. Et troisièmement, des informations détaillées comme des indicateurs, des exemples de controverses, des ressources qui permettent de conduire une analyse plus poussée des impacts de la technologie. Pour nous parler un peu de ce framework et de l'outil qui va avec, qui le complète, je laisse la parole à Romain, qui était un des principaux contributeurs dans la création de ce framework. Merci. Il y a déjà eu beaucoup de remerciements, mais je voudrais commencer par un remerciement au nom de tous les investisseurs qui sont dans cette salle. C'est remercier la Fondation d'avoir eu le courage de entreprendre ce projet. Ce n'était pas facile, il y avait plein d'écueils. Et je peux lister les écueils. Faire un white paper un peu théorique où personne ne se serait retrouvé en disant oui, c'est de la philosophie. Faire un outil adapté au capital risque ou aux sociétés cotées, au growth capital ou aux startups, mais pas à l'ensemble. Et puis enfin, faire quelque chose qui soit orthogonal à nos méthodes d'investissement, à la démarche ESG qui existe déjà dans la plupart de nos entreprises. Ces trois écueils ont été évités, donc merci et bravo.
La manière dont on a procédé en fait dans l'établissement de ce framework, ça a été donc d'abord la revue de l'existant. Donc là, le constat était assez rapide. Tous les frameworks existants ont été développés pour des sociétés industrielles, supply chain, etc., avec une grosse emphase sur l'empreinte carbone, les conditions de travail, assez peu sur l'utilisation finale du produit. Or, dans la technologie, la plupart des impacts sont en fait du côté de l'utilisateur final. Donc ça, c'était le premier constat, qu'on n'allait pas au bout, on n'allait pas poser les bonnes questions en termes d'investissement responsable avec ces frameworks existants. Ensuite, il y avait un vrai sujet. On parle de la technologie. Or, la technologie, ça n'existe pas. C'est une somme de technologies très différentes. Comment peut-on arriver à avoir un framework qui couvre l'ensemble? Alors, la démarche au départ, c'était de se dire, on ne va pas couvrir l'ensemble. On va donc traiter les cas les plus urgents, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois des points d'attraction de capital aujourd'hui en montant d'investissement, et à la fois les sujets éthiques, où les sujets éthiques sont les plus prononcés. Et donc c'est comme ça qu'on était arrivé dans le groupe de travail initial à ces trois domaines qui étaient les réseaux sociaux, l'IA et le Web 3, donc blockchain et crypto. La vraie découverte de ce processus, c'est qu'en ayant dressé ce triangle, et on ne le savait pas au départ, en ayant dressé ce triangle, réseaux sociaux, IA, Web 3, on allait en fait intégrer l'ensemble des technologies. On s'en est aperçu après, c'est-à-dire que les extrêmes que représentent ces technologies en termes de problématiques recouvrent la plupart des sujets. Je vais vous en dresser quelques-uns. Évidemment, dans le sujet IA, on englobe tous les sujets liés aux data en général et liés aux algorithmes en général et donc aux logiciels. Dans le cas des réseaux sociaux, si on pousse à l'extrême, on englobe les problématiques liées aux relations interpersonnelles, au respect de la vie privée, et évidemment à la transparence des business models. Et puis dans le cas du Web3, fortement l'empreinte écologique. Comme vous le savez, ça consomme beaucoup en termes de serveurs et donc d'énergie, mais également les sujets de respect de la réglementation, voire de détournement de la technologie à des fins de malversation. Et à l'intérieur de ce triangle, on peut faire l'essai, on trouvera 99% des problématiques. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à un framework qui est une liste de questions qui se pose finalement pour n'importe quel cas technologique. On avait souhaité éviter faire un procès à charge contre la technologie. Si on est tous dans cette salle et si on envisage d'investir de manière responsable dans la technologie, c'est qu'on est bien persuadé que la technologie va changer le monde. Ça veut donc bien dire qu'elle a des bénéfices. Et donc il fallait commencer par le côté positif de la chose. Et là, on s'est très vite rendu compte que la plupart des investisseurs qui se posent déjà la question de l'investissement responsable utilisent les objectifs de développement durable comme une grille d'analyse et qu'elle s'appliquait en fait assez bien à la technologie. Et que beaucoup de projets de technologie se rangent très facilement dans les boîtes et les sous-boîtes des ODD. Et donc pour cette raison et pour que le framework soit utilisable dans la vie de tous les jours d'un investisseur, on a décidé de ne pas réinventer la roue, comme vous le disiez, sur la partie objectif, sur la partie positive. Je vais revenir sur la partie négative. Il y a un élément important qui est que toutes les sociétés n'en sont pas au même stade de maturité. Et on ne peut pas être aussi sévère avec une start-up de 3 personnes qui démarre avec un investissement en amorçage qu'une entreprise cotée de 5000 personnes en Californie, ou 500 000 personnes. Et donc, le framework, c'est en fait 3 dimensions. C'est la dimension positive, c'est la dimension négative, mais c'est surtout des éléments de contexte de la société qui font partie de l'analyse. Charge à chacun de mettre où il le souhaite, dans le cadre de sa propre procédure d'investissement, la limite. C'est-à-dire quel niveau de risque est-il prêt à accepter compte tenu du contexte de la société. Et ces risques, ils sont donc rangés dans 8 boîtes, vous les verrez dans le framework, qui reprennent l'ensemble de ces dimensions sur les sujets, évidemment empreinte carbone, mais privacy, impact sur le bien-être, sur les relations sociales, etc. Un chiffre que je prends toujours comme exemple, mais parce qu'il est frappant, TikTok, qui est un des plus gros réseaux sociaux au monde, c'est 1 milliard d'utilisateurs par jour qui passent en moyenne 52 minutes. Donc ça fait 52 milliards de minutes qui sont passées par l'humanité, ou peut-être perdues par l'humanité tous les jours. Est-ce que ça veut dire que TikTok est un mauvais investissement? Peut-être pas. Ça veut dire qu'il faut éveiller la conscience de l'investisseur et pour qu'à son tour, il éveille la conscience de l'entrepreneur. Ça, on pourra en reparler. Donc, le framework permet à n'importe quel investisseur, dans le cadre de sa
démarche d'investissement, de se poser ces bonnes questions et de manière très importante avec le degré de profondeur qu'il souhaite. Qu'une société soit jeune ou qu'on doit faire une passe très rapide sur ce sujet pour diverses raisons, on peut le faire. Et ça prend 5 minutes, il n'y a pas d'excuse. Si on a une semaine à consacrer à ce sujet, à creuser profondément la dimension éthique et responsable de l'investissement, on peut le faire comme pour les ODD, en descendant dans les niveaux 2, 3. Et comme pour les ODD, être capable de chiffrer, c'est-à-dire de se donner des objectifs quantitatifs pour remédier à ces risques. Ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, ces risques ne sont pas avérés. Ce n'est que du potentiel négatif. Donc encore une fois, c'est à l'investisseur, dans le cadre de sa démarche et éthique propre à son entreprise, de décider ce qu'il va s'autoriser ou non. Et dans tous les cas, quand on avance, on a conscience de ces problèmes et surtout on va pouvoir encadrer l'entrepreneur sur le chemin, que ce soit une start-up ou que ce soit déjà une grande société, sur le chemin d'une croissance, d'une utilisation technologique responsable. Merci beaucoup Romain. Nous avons la chance ce soir d'avoir autour de la table des acteurs de tous les domaines et métiers d'investissement, de la gestion d'actifs à la banque et private equity. Et je vous propose donc pour conclure de parler des usages que vous voyez de ce framework dans vos métiers respectifs. Comment est-ce que vous pensez qu'il va s'adapter aux différents cas d'usage que l'on vient d'évoquer? Adrienne, peut-être pour commencer. Oui, alors effectivement, en tant que banque, on balaie l'ensemble des modes de financement. Alors d'abord, on est aussi donc investisseur en propre sur le marché des startups. On a un fonds d'investissement qui s'appelle 115 Capital et qui vise à prendre des participations dans des startups. Donc là, ça va être très utile pour nous. On a choisi dans ce fonds de pas être un fonds d'investissement à impact par nature, donc pas sélectionner uniquement des startups qui soient à impact, mais bien de les accompagner aussi dans cette transition et dans l'intégration progressive de l'impact dans leur business model et au fur et à mesure de leur croissance. Donc clairement, un cadre d'analyse comme ça sur les fintech et les assurtech qui sont notre cœur de cible, ça va être extrêmement utile. Bon, le cœur de métier d'une banque, c'est l'octroi de crédit. Et donc là, dans le processus d'octroi de crédit, très clairement, ça va nous permettre de compléter la dimension risque avec une dimension impact et avec ce framework très flexible. Je crois que on a une notion de risque jusqu'à présent qui est très classique, comment les facteurs environnementaux, sociaux vont impacter la valeur de mon entreprise. Nous, en tant qu'entreprise à mission, on doit aussi faire attention à l'impact qu'on va générer, donc in fine à l'impact que l'ensemble des entreprises qu'on va financer, dans lesquelles on va investir, vont avoir. Et c'est d'ailleurs un travail qu'on mène de construire un outil qui va agréger notre impact. Donc, avoir ce cadre qui va nous permettre de canaliser l'impact dans le cadre de notre process d'octroi de crédit va être très utile. Et puis, bien sûr, on a aussi une dimension investissement, que ce soit en propre via notre filiale d'assurance CNP ou via notre gérant pour compte de tiers LBP Asset Management, qui aussi vont compléter leur dispositif d'analyse des risques par cet outil d'impact, comme j'imagine Amouldi va le faire. Merci Élodie. C'est une bonne transition. Alors nous, effectivement, ce cadre pour nous, il est extrêmement utile parce qu'il est très exhaustif. Je ne vais pas répéter, mais on couvre l'ensemble des technologies, on couvre toutes les dimensions E, S et G, on couvre les différents profils d'entreprise de la start-up, etc. Et c'est à la fois risque et impact. Donc là-dessus, on est complet. Il manque juste une seule chose à ce jour, c'est les données qui vont derrière pour faire du déploiement industriel. Donc, on n'en est pas encore là, mais on y arrivera, j'en suis sûre. Donc, en revanche, là où ça va nous être extrêmement utile, nous, c'est la première partie, c'est sur l'analyse qualitative qu'on fait des entreprises, c'est cartographier, en fait, en dehors des secteurs de la nomenclature traditionnelle du secteur IT, vraiment d'être capable de cartographier les expositions de nos portefeuilles et des entreprises à ces enjeux de technologie. Donc ça c'est vraiment la partie très essentielle pour nous. Une fois qu'on a fait ces cartographies et ces identifications, ça vient enrichir l'analyse fondamentale, l'analyse qualitative qu'on fait dans les entreprises, le suivi des controverses, qui est aussi un élément important,
Et la dernière dimension, qui est ce qu'on appelle nous l'engagement, qui est plutôt la partie dialogue actionnarial. Nous sommes investisseurs, nous sommes actionnaires, nous avons aussi des droits de vote. Et par ce biais-là, on a vraiment un dialogue qui s'installe avec les entreprises pour les faire progresser sur un certain nombre d'éléments. Et cet instrument-là, cette grille-là, est un outil extrêmement puissant et riche pour nous pour engager ce dialogue-là avec les entreprises. Merci beaucoup. Romain? Alors du côté Partech, et probablement comme chez beaucoup d'acteurs du capital risque, il y a deux tendances de fond, de transformation qui sont à l'œuvre. La première, c'est une transformation réglementaire. Et donc tous nos fonds, à partir de maintenant, sont soumis à la réglementation SFDR. Donc à minima, nous demande de prendre en compte les critères ESG dans notre procédure d'investissement. Et évidemment, allant jusqu'à l'article 9, où là, on a des vrais objectifs quantitatifs, investissement par investissement. Donc ça, c'est de toute façon une transformation profonde du capital risque, avec un fléchage assez massif de l'argent institutionnel vers les fonds qui seront capables de s'y conformer. Donc ça, c'est une mutation qui est inévitable. La deuxième, c'est la compréhension que l'ESG est un facteur de création de valeur. Pendant très longtemps, l'ESG était vu comme un sujet de reporting, un reporting, et on comprenait vraiment pas pourquoi on envoyait tous ces questionnaires, etc. En fait, on le voit, et ça a changé notamment grâce aux jeunes générations d'entrepreneurs qui portent l'impact au cœur de leur mission. Ce ne sont pas des entreprises à qui on doit expliquer ce que c'est qu'une raison d'être. Elles sont, dès le départ, créées avec une mission où le profit est presque secondaire. Alors, c'est sûr que l'investisseur financier recherche également cette dimension, mais c'est très important de voir que l'entrepreneur attend en fait de l'investisseur qu'on l'accompagne également sur cette dimension. J'ai eu l'occasion d'utiliser le framework récemment, le mois dernier, en version bêta, l'outil en ligne, dans le cadre d'une procédure d'investissement. Donc ça, c'était ce qui était invisible de l'entrepreneur, donc dans le cadre, nous, de notre démarche de comité d'investissement. Et puis j'ai ensuite échangé avec l'entrepreneur en lui disant voilà ce qu'on a, en fait le résultat de nos analyses, que ce soit des analyses financières, stratégiques, sur le positionnement de ton entreprise, sur l'humain, le capital humain, et voilà pourquoi on investit. Et voilà une dimension supplémentaire à laquelle on a réfléchi, qui sont des risques éthiques. Alors la société a 10 personnes, donc ce ne sont que des risques théoriques, mais des risques qui pourraient se poser par rapport à l'utilisation des données utilisateurs que vous faites. Et en fait, le retour a été incroyable, et je pense que c'est ça qui fera probablement cet outil un standard, c'est que dans les yeux de l'entrepreneur, d'avoir un investisseur qui a pris le temps de se poser sur cette dimension et qui est prêt à le faire grandir dans cette dimension d'éthique et de responsabilité d'entreprise, ça change tout. Et vous savez que dans ce métier, de plus en plus, on cherche à n'être pas qu'un seul partenaire financier, mais un partenaire sur d'autres dimensions. Et grâce à cet outil, on tient là le moyen de permettre une création de valeur complètement nouvelle qui correspond aux attentes de cette génération d'entrepreneurs. Et croyez-moi, on va s'y retrouver financièrement à la fin. Merci à tous les trois. On voit que le framework a de nombreux cas d'usage, et aussi que ce projet et ce rapport ne sont qu'une première étape, comme l'expliquait Eric tout à l'heure. Pour aller plus loin, vous avez 2 QR codes au verso de la brochure qu'on vous a remis. Le premier QR code vous donne accès au rapport complet en ligne. Le second vous permet de nous faire part de vos questions, commentaires, mais aussi de votre intérêt à poursuivre la discussion, à poursuivre les travaux avec nous, à utiliser l'outil ou le framework, bref, à échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Puis merci à tous pour votre attention et votre présence, et nous pouvons passer dans le hall où un cocktail nous attend. Merci beaucoup.